Posséder des animaux sauvages en appartement est une lourde responsabilité. Il y a des risques et des contraintes. Pour aborder cette question, nous irons à Vence et dans les Hauts de Nice pour rencontrer des amateurs passionnés et éclairés. Le premier d'entre eux est Kevin, mon guide, accompagné de son copain Julien. C'est ensemble que nous irons en Australie, en Afrique, en Amérique, mais nous irons également à Antibes, dans un parc d'attractions, là où les responsabilités vis-à-vis des animaux captifs se traitent à grande échelle. Salut. Un iguane. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Salut Julien. Bonjour. Salut. Salut Kevin. Ça va? Ouais, dis donc, tu pourrais dire bonjour toi quand même. Oh, il est en forme, hein? Ouais, c'est une belle bête. Ah oui. Eh ben dis donc, il y a du monde ici, hein? Ouh là 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 là. Dis-moi un peu, Kevin, Oui. comment ça t'est venu cette envie d'avoir tous ces animaux chez toi? Eh bien, en fait, c'est quand mon frère est revenu de Guyane, il m'a parlé beaucoup de l'iguane. Et la première fois où je suis allée dans un magasin où il y en avait un, eh ben, j'ai dit à mon papa si je pouvais en prendre un. Il m'a dit oui. Et vu que je m'en occupais bien, on avait une passion, quoi. C'est de là où c'est venu. Et après, on a continué, voilà. Bon, ben, on va commencer par le lézard à collerette. Voilà. Moi, c'est un jeune. Oui, voilà sa collerette, là, qui est impressionnante quand elle ouvre. Je peux la prendre? Oui, oui. Cette petite bête. On appelle ça un fanon gulaire. Hop, fais voir un peu. Allez. C'est de la peau, hein, tout simplement. Oui, oui. Il habite les forêts tropicales au nord de l'Australie. Et j'ai eu la chance d'en voir sur le terrain. Il y en avait un qui était sur une branche, là, qui me regardait. Et puis, de temps en temps, plaf, il ouvrait sa collerette. C'était vraiment très, très impressionnant. Et parmi les agames, qu'on trouve, comme je te disais, absolument partout, il y en a un qui est aussi impressionnant que le lézard à collerette. Il est là. Il est caché là-haut, Oui. voilà. Alors, il a des petites épines derrière la tête, comme ça. Hein. Et il y en a un autre qu'on trouve au Sahara, qui, lui, n'a pas d'épines derrière la tête, mais il a des épines sur la queue. Et on l'appelle le fouet-de-queue. On les appelle fouet-de-queue parce que quand ils sont dans le terrier, ils ferment la porte avec leur queue. Ils plient la queue. Et là, il n'est plus possible d'entrer à l'intérieur parce que la queue est épineuse. Et évidemment, ça repousse le prédateur. Voilà. Et il a des particularités, ce lézard. C'est-à-dire qu'il est capable de vivre dans des conditions de sécheresse très importantes. Et pour ça, il est adapté. Quand tu le prends dans la main, tu sens qu'il est un petit peu rugueux. Et sa peau, elle est presque comparable à un buvard. C'est-à-dire que si tu mets de l'eau dessus, paf, il absorbe l'eau à travers sa peau. Mais en plus, il a aussi la capacité de conserver son eau. Ce qui fait que dans le cloaque, il a un dispositif qui récupère l'eau de ses excréments. Et ça, c'est complètement délirant. Il a un dispositif identique quasiment situé dans les narines, ce qui fait que l'air qu'il expulse, eh bien, il en récupère l'humidité aussi, grâce à du sel de mer qui stocke comme ça dans ses narines. C'est vraiment un lézard très intéressant. Lui aussi, hein, il est abondant au Sahara. Celui-là non plus, on n'a pas le droit de le prendre au Sahara puis de l'emmener chez soi. Si on le veut, il faut l'acheter dans un endroit dans lequel on l'élève. Il faut avoir les autorisations pour l'avoir chez soi, quoi. Voilà. Dis donc, c'est un joli terrarium. Hein. Il fait rêver, ce terrarium. Il nous embarque loin. Hein. Ils sont vraiment très, très cool. T'as pas de problème pour les élever, là? Ça se passe bien? Aucun. J'ai vu que tu avais un poisson des sables. Ah oui. Il est où, ce poisson des sables? Il est là, mais... Parce que je l'ai aperçu tout à l'heure, mais... Pour le trouver... Tu sais pourquoi il file dans le sable? Non. Pour se protéger des ennemis et aussi de la chaleur. Ah ouais. Parce que 13 cm sous la surface du sable, il fait très bon, même en plein été. Donc là, il va chercher la fraîcheur, comme dans une cave. Voilà, il est là. Bravo. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. C'est celui-là. Ah ouais. Il a vraiment la couleur du sable. Ah oui, donc, exactement. c'est ce qu'on appelle les phénomènes de confusion par la couleur. C'est l'homochromie. Ses pattes ne lui servent pratiquement pas. Il nage, en fait, dans le sable. Il est comme un poisson dans l'eau, en fait. Qu'est-ce que tu as d'autre encore? Là, j'ai un scorpion. Ouais, carrément, ouais. Un Pandinus imperator. ouais.
Alors ça, je peux le prendre? Oui. Ouais. C'est le plus grand des scorpions. Oui, hein. l'adulte, il fera 30 cm. Ouais, ouais. Ouais, ben voilà. Tu l'as déjà vu tuer ses proies? Oui. Comment Alors, est-ce qu'il fait? sa technique, déjà, c'est de chasser la nuit. Ouais, Et il ne pique jamais. Il se sert de ses grosses pinces pour couper la tête ouais. et le mettre à sa bouche. Et en fait, il le croque pas, il le suce de Voilà. l'intérieur, en fait. Il injecte les sucs digestifs Voilà. dans la proie. Pour qu'il se ramollisse. C'est une digestion externe, ouais, c'est Voilà, ça. oui. Et après, il aspire. Chut, hop. C'est comme ça qu'il mange. Ben, on dit souvent que ceux qui ont les plus grosses pinces, c'est ceux qui sont les moins dangereux. Ouais, c'est exact. C'est- Ouais, il faut se méfier des scorpions qui ont des pinces très fines. Voilà. Très très fines. Ceux-là sont très dangereux. Parce qu'eux ont absolument besoin de leur dard et de leur poison, de leur venin, pour C'est tuer la gentil. proie. Tu veux le prendre? Ouais. Oula. Alors, il Alors. faudrait qu'il bouge. Alors, tu serres bien les doigts. Hein. Faut pas lui coincer les pattes entre tes doigts, parce qu'il est évident que ça ne va pas lui faire plaisir. Voilà. Je vais le récupérer après. Allez, viens là, mon gars. Allez, je le remets là. Voilà. Allez, file. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quel est le programme? Bah alors, quand je suis en vacances, je m'en occupe carrément tout seul. Ouais, Je change l'eau tous les jours, le bac d'eau. ouais. J'enlève les déchets, Les crottes? voilà. Pareil pour eux. Pour tout le monde, je fais ça. Ensuite, je leur donne à manger. Alors, le manger, c'est le matin et le soir, Mhm, à une heure précise, parce qu'ils le savent. mhm. Si je le fais pas le lendemain, ils mangent boudent. pas. Voilà. Ils veulent plus rien, ils veulent plus que je les touche et tout. Toi, comment est-ce que tu as réussi à apprendre tout ça? Tu l'as appris parce que tu participes à un club? Tu l'as appris à travers des bouquins? Comment tu as fait? Alors, déjà à travers des livres et sur Internet. La majorité, c'est sur Internet que j'ai tout trouvé. Les animaux d'appartement ne doivent pas être issus des trafics. Et la semaine dernière, c'est tout chaud, j'ai rencontré Florence, qui est vétérinaire au parc zoologique de Vincennes. Et elle, les trafics d'animaux, ben, elle a plein de choses à dire à ce sujet. Parmi les animaux qui font l'objet de trafic, il y a les singes magots, qui sont des macaques à peu près semblables à ceux qu'on a derrière nous. Il y a deux types de trafic. Le trafic passif, des gens qui vont visiter en Afrique du Nord les paysages merveilleux qu'il peut y avoir là-bas, qui voient des singes et qui, au pied de l'aéroport, voient des petits singes bébés à vendre. Et sur un coup de cœur, croyant bien faire et sauver ces animaux d'un destin plus ou moins sombre, ramènent ça à la maison. Or, il faut savoir que ce type d'attitude entretient le trafic, des gens qui le font sur place, et surtout ne satisfait pas l'animal, l'individu qu'on ramène, puisqu'en fait il va être sorti d'un groupe dont il a besoin pour son équilibre psychologique. Il va poser des problèmes sanitaires et des problèmes comportementaux, avec des problèmes d'agressivité notamment, et les gens en général sont obligés de les abandonner. Quand on est dans un parc zoologique, le parc zoologique satisfait aux besoins de pédagogie, donc il forme le public à respecter les animaux par le biais de la démonstration de ces animaux. Et il y a aussi des impératifs d'ordre scientifique et d'ordre de conservation de l'espèce menacée. Les animaux qui naissent en captivité doivent se reproduire et être échangés pour garder un pool génétique de l'espèce. Or, tous ces animaux qui finissent chez des particuliers en fait, sont hors de ce circuit bienfaisant et donc ne servent même pas la cause de l'espèce. Tu disais tout à l'heure, Kevin, que tu utilisais très souvent Internet pour faire des recherches concernant tes élevages. Alors moi, c'est un outil que j'utilise aussi beaucoup. Et puisque nous sommes dans la région de Nice, j'ai cherché des gens qui, comme toi, ont cette passion. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Vincent et avec Christelle, qui sont tous les deux passionnés. Et autrefois, cette passion, ils la développaient chacun de leur côté. Aujourd'hui, ils sont ensemble, donc ils la développent conjointement. Alors ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'ils ont un peu plus d'expérience que toi par la force des choses. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin pour mener leur élevage. Alors on va les rejoindre là, on va aller
dans les Hauts de Nice, on les retrouve à la Ville-la-Blanche. C'est joli par ici, hein? C'est quand même pas vraiment la campagne. Hein. Non, c'est clair. Plutôt la ville. Hein. Ouais. Non, ça Là, pourrait. c'est ça, voilà, la Ville-la-Blanche. Ah oui, c'est ici qu'il y a Vincent donc. Ouais. Ouais. Et Christelle. Et Christelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Julien. Vincent, enchanté. Bonjour Kevin. Bonjour. Et Michel, on a trouvé hein, les indications étaient Vous avez bonnes. du mal, on va rentrer. Hein. Je présente Christelle, donc ma compagne qui s'occupe aussi beaucoup des petites bêtes Salut, à la Christelle. maison. Oula. Oh, mais il y a foule. Ah oui. Voilà. Alors, Rentrez, rentrez. qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a surtout, j'allais dire, des geckos, il y a quelques batraciens et quelques serpents. Hein. Là, il y a des Donc, deux serpents, pogonales, ça hein. beaucoup de geckos. Hein. Ah, il y a des bois. Ah bah il y ouais. a du monde. Hein. Alors et ça, comment ça fait pour s'accrocher aux vitres? C'est un don de nature en fait. Hein. Tu sais, sous leurs doigts, ils ont des lamelles, d'ailleurs qu'on peut voir quand ils sont cramponnés comme ça. Et sur ces lamelles, qui sont en fait des lamelles de peau, il y a des millions de petits cils Oula, d'accord. hein, qui ressemblent un petit peu à des massues. Alors imagine-toi que j'ai des millions de doigts et que j'approche de la vitre comme ça. Or c'est un peu comme si les cellules de ma peau étaient attirées par la vitre. Alors comme ça, moi je peux pas me cramponner, mais si j'ai des millions de doigts comme ça, eh ben, j'arriverai probablement à me cramponner. Tu vois. Ce qui est amusant, c'est que par exemple, ils tiennent moins bien sur le plexiglas, ça c'est en plexiglas, que sur le verre. Et par exemple, quand le terrarium est entièrement nettoyé, ils adhèrent moins bien parce que les vitres sont très propres que quand elles sont un petit peu plus sales. Donc c'est vrai que c'est un phénomène assez étonnant. Alors par contre, là j'ai vu que vous aviez un autre géconidé. Ouais, tout à fait. Et celui-là, par contre, il est primitif par rapport à celui qu'on vient de voir là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce dispositif sous les pattes. Hop là. Ah, il Voilà. est joli. Hein. Alors ça, c'est une femelle, vous voyez. Voilà. Une petite femelle. C'est doux, hein. D'une couleur, oui, ça a la peau un petit peu granuleuse, mais bon, sans plus. Là, elle a eu la queue un petit peu abîmée l'année dernière à la période de reproduction par le mâle. Vous voyez, encore une petite bosse. Ouais, ils sont pas tendres, hein. Non, ouais, c'est toujours un petit peu impressionnant la reproduction chez les reptiles. Et alors, on ne voit pas effectivement sous les doigts. Non, Hein ça a des petites griffes, on les voit assez bien. Il s'agrippe. Voilà, on voit Et les regarde, griffes si seulement. tu mets ta main, tu vas sentir quand elle va monter sur ta main, tu sens des petites griffes. Ah oui. Ça fait bon, c'est pas désagréable, mais c'est une petite sensation de picotement parce que c'est comme ça qu'elle tient. Ça, c'est un gecko albinos. Ça fait partie de couleurs de gecko qui ont été reproduites et obtenues il y a peu de temps. Ça commence à arriver sur le marché de la terrariophilie. Il y en a encore relativement peu. Bah, disons que surtout dans la nature, ce qui s'opère, c'est une sélection naturelle qui s'opère pas en terrarium. Un animal qui a une couleur dans la nature, c'est que c'est une couleur qui est Celui-là, adaptée, encore j'allais dire. complètement différent. Voilà, tout à fait. Qui est adaptée à son environnement. Légèrement tout jaune. Alors ça, c'est vraiment, ça révèle vraiment l'animal élevé. Hein. Ça, c'est issu d'une ferme de reptiles, en fait. Hein. Voilà. C'est heureusement des animaux qui sont plus prélevés dans la nature parce que ça fait partie des animaux qui se reproduisent très bien et très facilement en terrarium. Donc voilà, c'est un bel exemple de... Alors ça appartient à des groupes de géconidés de grande taille. Mais j'ai eu la chance de rencontrer au Sahara, le long de l'océan Atlantique, donc sur le littoral saharien, tout à fait dans l'extrême sud marocain, j'ai trouvé un des plus petits géconidés au monde. Il est rikiki. Et je l'ai découvert en soulevant une pierre. Alors il faut le prendre délicatement. Parce que lui, son système de défense, c'est d'abandonner sa veste. C'est comme si je t'attrapais par la veste, hop, tu la déboutonnes et tu me la laisses dans les mains. Lui, c'est sa peau qu'il abandonne entre les doigts. Et il a un ennemi, ce petit géconidé rikiki qui tient dans le creux de la main comme ça. Et ben, cet ennemi, c'est le scorpion. Il y a un gros scorpion là-bas qu'on appelle le Butus atlantis. Il vit sur le littoral atlantique. Et ben, ce scorpion, quand il se balade la nuit, quand il croise ce petit géconidé, il l'attrape avec ses pinces, il le tue avec son venin. Et dès que le venin est injecté dans la proie, ben, évidemment, le petit géconidé meurt et le scorpion le mange. Comment vous conservez les œufs? Alors bah, les œufs, ils sont récupérés assez vite dans le terrarium parce que c'est une espèce qui a tendance à manger ses œufs. Donc on les laisse que très peu de temps. Ils sont souvent collés sur les vitres par deux. Donc on les récupère et dès qu'on les a récupérés, on les met dans la petite boîte qui est derrière vous. Voilà, les œufs sont très souvent collés par deux. Alors parfois ils sont tout seuls, c'est beaucoup plus rare et ils sont très souvent collés. Donc là, vous voyez, il y a encore 6 œufs. Enfin 6 œufs collés par deux et 2 œufs simples.
On a eu, je crois, 16 ou 17 pontes et on a eu 15 bébés qui sont nés des pontes qu'on a eues jusqu'à présent. Donc, bon. Alors ça montre que les bestioles sont bien entretenues, quoi. Hein, ça veut dire qu'elles ont tout leur nécessaire vital. C'est une preuve que l'animal est bien acclimaté, j'allais dire, dans un terrarium. La reproduction, c'est vrai que c'est un petit peu le but ultime, j'allais dire, de la démarche, parce que d'un côté, ça permet de savoir que ces bêtes sont bien, se sentent bien, puis ça permet d'avoir des animaux qui ne sont pas prélevés dans la nature, donc qui sont plus adaptés malgré tout à la vie dans un terrarium. Je vais essayer de vous le montrer. Je le prends pas parce que c'est un animal qui apprécie pas vraiment d'être manipulé, qui a parfois des tendances défensives un petit peu exacerbées, donc c'est pas bien méchant, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ouais. Décaler la plante, vous voyez bien là. Ouais. Donc c'est un animal qui a mué hier, vous voyez, donc il n'a pas bien fini sa mue. Bon, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Hein. Ce qui est très curieux, c'est que quand on est dans la nature et quand on approche le caméléon, il a cette tendance à souffler. Alors c'est un peu idiot parce que les 3/4 du temps, c'est comme ça qu'on le repère. C'est-à-dire qu'il se manifeste de façon sonore, du coup il nous arrête, quoi. Hein. Sinon, s'il est peinard sur sa branche, on passe à côté, les 3/4 du temps, on ne le voit pas. Alors ce qui est amusant aussi, ce sont ses yeux. Il a des yeux complètement mobiles, avec un œil il peut regarder devant, avec l'autre il peut regarder derrière, mais curieusement, à l'inverse de nous, pour viser, pour attraper son insecte, il est forcé de regarder avec ses 2 yeux. Chez Vincent et Christelle, les animaux, comme chez toi, sont en bon état. Alors toujours sur Internet, j'ai mené l'enquête et je sais maintenant d'où proviennent ces animaux, de chez Hervé. Et Hervé, c'est quelqu'un de bien parce qu'il ne cède pas ses animaux à n'importe qui et n'importe comment. Hervé, premier cas de figure, quelqu'un pousse la porte de magasin, achète un iguane, bébé, achète un terrarium, paye évidemment et repart. Est-ce que dans les faits, ça se passe comme ça ici ? Non, il ne faut pas exagérer, parce que l'iguane, c'est quand même pas une bête qu'on prend comme ça sur un coup de cœur. C'est un animal qui demande énormément d'entretien, minimum 3 heures par jour, qui est dominateur, qui est quand même relativement agressif en grandissant. Dans un premier temps, il a peur, bien évidemment, donc il faut l'acclimater. C'est pas gagné du tout. Hein. Souvent, beaucoup de gens me le ramènent, des gros achetés un peu comme ça à la sauvage. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper, et la bête, bien évidemment, devient agressive parce qu'elle n'a pas en retour ou suffisamment de place, ou suffisamment de liberté, et puis on se retrouve avec une bête dangereuse. Un terrarium, c'est un élément de décor dans un appartement, dans une maison. Alors on en fabrique un, on le nourrit avec des plantes, des branches, des rochers, puis on dit tiens, on va le rendre encore un peu plus vivant. Alors on va à la campagne, on capture une couleuvre, on l'installe à l'intérieur. Est-ce que c'est une bonne idée ? Il faut savoir que les animaux français sont interdits de détention sur le territoire français. La plupart du temps, toutes ces couleuvres, ou même voire lézards, en captivité, se laissent mourir. Parce que, bien évidemment, ils sont déracinés de leur milieu. L'animal, au bout d'un moment, 2, 3 mois, 4 mois, il dépérit, il crève, et puis je ne vois pas ce qu'on a gagné. Donc on détruit la faune, on empêche la reproduction, et après, à la finale, on est content d'avoir tué un animal, quoi. C'est quelque part complètement stupide. Ce qu'il faut, c'est prendre un animal de captivité, naissance de captivité, des animaux qui s'acclimatent très bien. Surtout pas un animal pris dans la nature, pas question. Jusque-là, nous étions en relation avec de petits animaux autour d'une activité personnelle. Maintenant, nous allons basculer dans le monde des animaux géants autour d'une activité destinée au grand public. Les problématiques sont les mêmes, l'éthique aussi, sauf qu'à Marineland, les hommes ont cherché à instaurer des relations beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles avec les animaux. Wow, des requins! Ils ont assez de place ici? Bah oui, ils sont tout petits. Il y a 2 millions de litres là. Et en fait, le bassin est conçu de façon de laisser les animaux nager en permanence. Ils ne rencontrent jamais la mur parce que c'est en 8. Tu vois, il n'y a pas de coin. Parce qu'ils sont obligés de nager, après ils se reposent, et après ils renagent, et après ils se reposent. Ici, pendant qu'ils se reposent, ils rencontrent le mur, ils sont obligés de nager un peu trop vite, donc ils ne se reposent jamais. D'accord. Comment est-ce que vous gérez cet espace là au niveau je vais presque dire de l'écosystème, c'est pas un écosystème, mais il y a un équilibre quand même dedans. Il y a un équilibre parce que plus un animal est bête, moins il va s'adapter. Donc on est obligé de s'adapter à eux et à leurs besoins. Ces bébés-là, ils ont besoin de l'eau parce qu'ils respirent, donc la qualité de l'eau est très importante. La température de l'eau, il faut que ça soit... Et les poissons qui les côtoient, il faut que ça soit du bon poisson, quoi. Donc c'est nous qui nous adaptons. Plus l'animal est bête, plus on est obligé de s'adapter et se rapprocher le plus près possible de la nature.
Nous, on parle un langage universel. La communication, en fait, c'est universel. Hein. Il suffit de... Si quelque chose intéresse quelqu'un, ils viennent voir ce que c'est, ils essayent de rentrer en communication, et il y a un échange. Automatiquement, il y aura un échange. On peut commencer peut-être par la nourriture. Ça, c'est quelque chose, on est sûr, qui va les intéresser. Ça intéresse tout le monde, ça. Ça intéresse tout le monde. Ça s'appelle une récompense primaire, ça. Parce que ça, sans ça, on meurt. Ça, c'est clair. Mais après ça, on peut passer à autre chose. Quand on établit ces liens-là, on peut passer à autre chose qui peut être ce qu'on appelle des récompenses secondaires, qui sont des jouets, qui sont des jeux avec des soigneurs, avec des autres orques, avec des numéros qu'on les fait faire. On peut récompenser un numéro avec un autre numéro parce qu'il y a des numéros qu'ils affectionnent particulièrement. Donc à partir de là, on devient intéressant et chaque fois qu'on arrive au bord d'un bassin, ben, ils arrivent et oui, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils savent qu'on va faire quelque chose d'intéressant. En même temps, si je comprends bien, c'est un peu eux qui décident aussi. Voilà. C'est complètement eux qui décident. Nous ce qu'on fait, on va établir une espèce de gamme de numéros qu'eux, ils aiment bien. Et nous, on va créer un spectacle avec ça. Parce qu'il ne faut jamais aller à l'échec. Parce que si on va à l'échec, on est beaucoup moins intéressant. Tu sais qu'un prof qui est très dur avec toi, tu n'as pas très envie d'aller en classe. Mais ici, c'est la même chose. Si on est trop dur avec les animaux, ils ne vont pas venir vers nous. Donc, on ne propose jamais des choses qu'ils n'aiment pas. Autrement, on va avoir un refus. Et non seulement on aura un refus, mais la prochaine fois, ils ne viendront pas du tout. Donc, on prend tous les numéros qu'ils aiment bien. Et c'est avec ça qu'on fait le spectacle. On ne touche pas à leur structure sociale, ils font ce qu'ils veulent entre eux. On ne touche pas à leur hiérarchie, on ne fait pas partie de leur groupe. On n'est pas dans une meute ici, eux ils vivent là. Et nous on a remplacé la partie intellectuelle, où il faut qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont besoin de réfléchir, c'est un animal intelligent. Et est-ce qu'il y a des petites limites qui n'osent pas travailler devant les autres? Qui n'osent pas travailler, il y a des animaux qui n'osent pas travailler devant les autres simplement parce que, mais c'est plutôt une histoire de dominance. C'est-à-dire que l'animal seul est un animal, l'animal avec un animal dominant est tout à fait un autre animal, il est beaucoup plus... Ne me demande pas ça, s'il te plaît, parce que j'ai l'autre à côté, elle ne va pas aimer. Hein. De la prudence. Oui, ils sont très prudents. De toute façon, la dominance chez eux, c'est très cérébral. Hein. C'est pas des coups de dents et des coups de griffe. Hein. Ça ne marche pas comme ça chez eux. C'est toi, tu bouges pas. OK. Ils savent très bien quand un est dominant et l'autre n'est pas. Et c'est pas forcément le plus costaud non plus hein, qui est dominant, comme chez nous. Est-ce que les orques, ça se soigne comme les humains, avec les mêmes médicaments? Oui, exactement. Pareil? Exactement les mêmes médicaments. Et on vérifie leur santé de la même façon. C'est-à-dire que si on a un doute, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prise de sang. On va attraper la nageoire et en ce moment-là, lui, il sait exactement ce qui va lui arriver. Oh. Il ne se fait pas d'illusions. Hein. Il sait exactement qu'on va lui piquer. On prend l'aiguille. Et tac. Oh. Un tube. Oh. T'as vu la vitesse? Ça, c'est parce que c'est une artère. Et voilà, on met le doigt dessus, comme ça. Ah, et voilà la prise de sang. C'est tout simple, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, c'est le moment où on va expliquer à Kim que c'est quelque chose de positif. Donc, on va leur faire on va lui proposer soit un jeu, soit... On va d'abord siffler, parce que vous savez à quoi ça sert de siffler, c'est pour dire merci. Donc, Martin, il va siffler. Moi, je vais reculer un petit peu, sinon je vais avoir les pieds mouillés. Et tu vois, il reste, hein, tant qu'on veut, il restera. Bravo! Donc allons-y pour quelques caresses. Si vous voulez lui gratter un peu. Et ça aussi, c'est votre boulot, les garçons. Hein. Vous n'êtes pas venus pour rien, là. Vous allez vous mouiller les pompes. Hein. Allez, on peut gratter la nageoire, il aime bien. Trop bien! Vas-y, grattez, grattez, grattez. Fort! Faut y aller, vous faites Trop pas mal. bien! Abusé! Ah, je touche un orque! Pour faire des observations. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un gecko léopard? Ah, qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Alors, je pense qu'il faut y consacrer du temps, de l'espace et des moyens. Oui, parce qu'il faut bien casser la tirelire pour payer le chauffage, la lumière et la nourriture.
Puis surtout, il faut réfléchir aussi dans le temps. Puis il y a une donnée également à prendre en compte, c'est la durée. Par exemple, l'amygale de Kevin, dans 20 ans, vivra encore, en tout cas je l'espère. À ce propos, Michel, moi, il faut que j'aille donner à manger à mes bêtes. C'est une excellente idée. Dis-moi, Julien, de toute façon, tu t'inquiètes pas. Si tu en as vraiment très envie de ton gecko, tu l'auras. Ouais. Allez, à plus tard. Ouais. Ciao Michel.